Bon, reprenons le vif du sujet. Financement privé ou public, parce que finalement, c'est un petit peu pour ça que vous êtes venus. On ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Un petit peu de contexte quand même. C'est peut-être mon esprit scientifique, mais j'aime bien recontextualiser un petit peu chaque sujet. Déjà, des financements, pourquoi? Vous êtes une entreprise, vous avez des besoins, il y a une histoire de timing, quand, pour qui, voilà. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'avant de regarder le panorama des financements, ce que vous devez avoir en tête, c'est une bonne compréhension, la plus exhaustive possible, de vos besoins. Et vos besoins, elles vont d'abord dépendre de votre notion de capital. Ça, c'est le premier point, c'est le premier élément sur lequel on va être regardant, que ce soit sur du financement privé, public, même bancaire. Et elle va dépendre également étroitement du calendrier de développement prévisionnel. À ces facteurs, il faut ajouter une multitude d'autres facteurs dépendants, notamment le besoin de l'entreprise projet, spécifiquement au projet en cours de sa phase d'amorçage, de développement, de R&D par exemple. Son niveau de maturité. Alors nous, on parle souvent de TRL. Alors je ne sais pas si vous êtes habitué à ce langage. TRL, c'est pour Technology Readiness Level. C'est un niveau qui va de 0 à 9. 0 correspondant simplement à une idéation du projet et 9, sa commercialisation. Donc on est vraiment placé de l'idée jusqu'à la commercialisation effective de vos produits, de vos services nouveaux. Il faut également prendre en compte les attendus de vos équipes. Parmi les équipes, c'est cette structuration RH et les fonctions assurées. Est-ce que vous avez une équipe de recherche et développement, la manière dont elle est constituée, une équipe administrative, board par exemple, ou même une équipe commerciale, des attentes, des besoins différents. Au-delà, la structuration juridique est importante. Est-ce que vous êtes une SAS, une SARL? Est-ce que vous êtes une SCI ou une holding? Tout ça va avoir un impact fondamental sur l'ensemble de votre stratégie de financement. Les résultats financiers, vos prévisionnels financiers, ça je dirais c'est le côté obligatoire, et le niveau d'accélération visé. Bon, on passe, il y a énormément de facteurs influents, tout ça pour vous illustrer le fait qu'il faut avoir vraiment cette vision d'ensemble, ne serait-ce que pour une première demande de financement. Alors ensuite, il faut identifier les financements. Aujourd'hui, en France et en Europe, on est sur un nombre incalculable de financements publics ou privés. Me concernant dans le public, j'ai plus de 3500 dispositifs guichets disponibles. Je ne peux pas tous vous les présenter, déjà parce que vous n'êtes pas éligible à chacun, et puis parce que ça ne répond pas forcément à votre besoin. Donc il faut appliquer un filtre. Ce premier filtre, comment on le fait? En se reposant de nouvelles questions. Dans l'ordre, je prends les plus importantes, c'est à quel niveau de maturité du projet vous vous situez? Est-ce que je suis en amorçage, en R&D, en développement? Est-ce que je suis en phase de pré-commercialisation, de prototype, de production? Quelle est la maturité de ma propre entreprise? C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir un projet dans une entreprise, une PME déjà relativement ancienne, ou avoir un projet qui va être associé à la création d'une nouvelle entreprise. Là, on se positionne déjà sur des dispositifs complètement différents, une stratégie complètement différente également. Le montant du financement recherché, les objectifs, ça c'est un point important aussi, il faut pouvoir identifier vos enjeux de projet, c'est-à-dire est-ce qu'on nous fait une ouverture de capital par exemple? Est-ce qu'on souhaite avoir du cash rapide, donc potentiellement plutôt des prêts ou des avances remboursables? Est-ce que l'on préfère des subventions, c'est-à-dire quelque chose de plutôt non dilutif, etc. Les objectifs vont aussi avec les enjeux de vos équipes, vos enjeux RH, de structuration, et puis en fonction des différents leviers que vous voulez lever. Le financement va être associé peut-être à un levier de recrutement, peut-être à un levier technologique ou un levier technique. Voici très rapidement, vous inquiétez pas, on ne va pas passer en détail l'ensemble des financements. Là, c'est quelque chose de non exhaustif qu'on a essayé avec Alexis de rendre assez visuel. C'est juste pour vous illustrer cette complexité et surtout cette grande diversité des financements qui existent en public ou en privé. Vous voyez qu'en fonction qu'on soit du dilutif ou non dilutif, on a beaucoup de choses et que ça va dépendre vraiment de ce besoin. Renforcement des fonds propres, de la R&D, industrialisation, commercialisation, développement des marchés. On a des choses redondantes, on a des choses qui vont être spécifiques à chaque enjeu. Nous, dans le cadre de notre petite présentation aujourd'hui, qui est relativement courte, on va, en ce qui me concerne surtout, évoquer ces différents sujets
région, ADEME, un peu de crédit d'impôt, ça on vous soumettra un vote si vous êtes intéressé pour la partie R&D. Et dans le cadre du privé, eh bien Alexis a choisi de surtout se concentrer sur l'approche dilutive avec ses différents guichets. Alors, public-privé, une première chose à se poser comme question, c'est est-ce que je fais l'un, est-ce que je fais l'autre? Bon, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des idées qui sont préconçues sur ces sujets. Hein, il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement, les idées préconçues ont une base réelle, mais voilà, c'est bien exagéré. Donc, nous, notre objectif, c'est de vous montrer un petit peu la part du vrai et la part du faux. Concernant le public, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne peux rien faire tant que vous n'avez pas maximisé votre trésorerie. C'est vraiment la première base. On obtiendra du public uniquement quand on a maximisé sa trésorerie en premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, pour 1 euro de fonds privés, en moyenne, en France, on est sur 50 centimes de fonds publics et 50 centimes de prêts bancaires. Donc un ratio de 1 pour 2. Sauf dans les phases d'amorçage. Ou dans les phases d'amorçage, on peut financer le risque beaucoup plus facilement. Notamment la BPI, avec la bourse French Tech, permet un ratio 1 pour 1. C'est-à-dire que vous apportez 1 euro de fonds privés, vous pouvez obtenir 1 euro de subvention. Bon, la notion quand même de maximiser la trésorerie, vous comprenez, puisque un ratio avec une base de 0 ou un ratio avec une base de financement faible, vous n'obtiendrez pas le maximum. Donc maximiser, on reparlera un petit peu tout à l'heure de comment maximiser sa trésorerie. Alexis, je vais te laisser reprendre la présentation, s'il te plaît. Pas de problème. Donc du coup, là, en fait, l'avantage des fonds privés et la synergie avec les fonds publics, c'est qu'avoir des fonds publics quand on va démarcher des fonds privés, ça va permettre de gagner la confiance. Et c'est vrai qu'il y a un gros enjeu de séduction avec les investisseurs. Donc, plus vous aurez des fonds, plus eux seront enclins à investir aussi. Après, ça va dépendre un peu aussi des types de fonds qu'on va démarcher. Et du coup, les fonds publics ils vont venir vraiment diminuer le besoin de financement privé. Donc, forcément, avec moins de besoins, ça sera peut-être potentiellement plus simple de trouver des fonds auprès de fonds privés. Le projet il a déjà été étudié et validé par des organismes publics. Une fois que vous avez obtenu des fonds publics, ça veut dire que le dossier a été, votre dossier et votre projet a été revu. Donc, du coup, il a déjà été, entre guillemets, prévalidé pour ces fonds privés. Et le partage du risque, puisque du coup, un financeur va prendre du risque en investissant dans votre entreprise. Et plus il y a des investisseurs publics et privés qui sont présents, plus le risque est divisé entre plusieurs acteurs et donc, du coup, le risque diminue. Donc, ensuite, sur les prêts, du coup, on voit qu'en fait, les fonds publics vont venir financer vraiment une grosse partie du risque. Et les fonds privés, eux, vont venir plutôt financer le développement de l'entreprise. Et donc, du coup, en fait, on voit que ce n'est pas des choses qui doivent s'affronter, mais plutôt se rejoindre, en fait, pour avoir une synergie entre les deux qui va permettre, au final, de maximiser le développement de l'entreprise via l'accès à plusieurs types de fonds. Je vais laisser... Ouais, je reprends. On parlait tout à l'heure on dit sur les sujets. Nous, c'est vrai que en tant qu'expert du financement public, très souvent, on entend que c'est flou, complexe, que c'est pas pour les petites entreprises, que c'est très chronophage et trop de paperasse. Je vous avouerai que certains points sont réels. Hein. Très honnêtement, lorsqu'on regarde le financement public, on est sur plus de 3700 aides aujourd'hui. Je ne vous parle pas de tout ce qui est guichet France Relance, qui maximise encore plus ces dispositifs. On est sur des financeurs qui sont multiples. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Vous voyez qu'en fonction de si on s'adresse à l'Union européenne, à l'ANR, à la BPI, eh bien, on va avoir un discours complètement différent. De la même manière, les sujets, les besoins sont souvent nombreux, hein, c'est-à-dire que on va travailler sur du besoin de R&D, du besoin de recrutement, du besoin immobilier. Souvent, les gens ne savent pas, mais vous avez beaucoup de fonds pour la partie immobilière, etc. Bon, c'est vrai que ça reste des démarches longues, complexes, techniques, parce qu'il faut faire du dossier administratif. On reste quand même en France, hein. Il faut quand même qu'il y ait un suivi, mais le jeu en vaut la chandelle.
Parce que honnêtement, vous êtes sur des aides en dehors de toute concurrence. Vous êtes sur des prêts à taux zéro qui peuvent aller de 100 à 200 000, voire maximum jusqu'à 400 000 euros. Vous pouvez avoir des subventions allant également jusqu'à 400 000 euros. Et on va voir qu'en fonction du développement, on peut aller jusqu'à 1 800 000 euros en fonction de vos entreprises. Et je parle bien en termes de subventions sur 3 exercices fiscaux. On va avoir des aides à la défiscalisation qui sont très franco-françaises et qui sont très importantes. Je pense notamment aux aides de défiscalisation des charges patronales et sociales pour vos employés, donc des dispositifs de fiscalité et des crédits d'impôt, et bien d'autres. Et c'est un peu la même chose avec le financement privé, n'est-ce pas, Alexis? Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées préconçues aussi sur les financements privés. Et toujours, moi, quand j'interviens, je commence par ça, par voir comment la personne les perçoit. Donc, pareil, on va avoir une notion de personnes qui vont penser que on va lever des fonds quand on a une start-up qui va faire des millions, des milliards de chiffre d'affaires. En réalité, déjà, on a des différents types d'investisseurs qui vont pouvoir intervenir. Donc, qui vont pouvoir intervenir à des sommes très faibles comme très hautes. Et chacun avec ses attentes. On en parlera un peu plus dans le détail après. On va voir ce qu'on appelle la love money, les business angels, les VC et d'autres types de fonds. Mais même certains, par exemple, ça m'arrive très souvent d'avoir des projets qui ont un complexe en fait avant d'aller démarcher des fonds d'investissement et des VC en se disant non, moi j'ai pas besoin de 2 millions, j'ai besoin de 300, 500, 700 000. Alors que du coup, il existe en fait plein de fonds et plein d'acteurs différents qui vont intervenir. Donc les VC, par exemple, il y en a certains qui commencent à 300, à 300K. Donc c'est des choses qui sont mobilisables pour tout type de projet au final. Ensuite, la levée de fonds aujourd'hui, on a l'impression que si on ne lève pas, en fait, on a échoué. Certains vont avoir cette idée-là en tout cas. En réalité, déjà, la levée de fonds, elle ne va pas concerner forcément toutes les startups. C'est pour ça qu'il faut faire un gros bilan d'abord sur la stratégie de financement. Certains ne vont peut-être pas forcément avoir de besoin. Il faut se poser la question de quel est mon business model, quel type de besoin de trésorerie je vais avoir besoin sur la suite de mon projet. Et du coup, il faut déterminer vraiment une stratégie de financement qui est claire et pertinente dès le départ. Certains, du coup, aussi se disent qu'en ouvrant leurs fonds à des investisseurs privés, ils vont perdre le contrôle de leur entreprise. Les investisseurs, déjà, dans la grande majorité, n'ont pas tendance à vouloir prendre le contrôle de l'entreprise. La plupart veulent, eux, faire une plus-value, plus ou moins conséquente. Et du coup, en fait, au final, eux veulent juste que le projet réussisse pour avoir leur plus-value. Et en pratique, quand on fait une levée de fonds, on doit bien s'entourer aussi pour réaliser des bons documents juridiques qui vont protéger l'entreprise. Et en parallèle, en plus, il faut aussi avoir une bonne stratégie de financement pour justement pas se faire piéger, mais ça aussi, on aura l'occasion d'en parler un peu après. Et les investisseurs sont avides d'argent, c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est sûr que forcément, quand ils investissent de l'argent dans l'entreprise, vous apportez le temps, ils vous apportent les moyens. C'est sûr qu'ils vont attendre une contrepartie, mais selon déjà le type d'investisseur, on ne va pas être sur les mêmes attentes. Par exemple, je prends l'exemple d'un business angels. Lui, il va plus avoir une envie de s'investir un peu dans votre projet en vous aidant par de la mise en relation ou par des compétences, et va peut-être être moins regardant sur la partie financière et rentabilité potentielle, même s'il ne faut pas se le cacher, il y a quand même une certaine attente de rentabilité. Ça ne sera pas les mêmes que pour un fonds d'investissement qui va intervenir en fin de cycle, juste avant en dernier tour de levée de fonds, où là, lui, il va vouloir juste faire une grosse rentabilité, et c'est sûr qu'il va apporter moins de plus-value que les autres financeurs. Pour faire un peu un récapitulatif, l'entreprise, elle va avoir besoin de lever des fonds, mais selon son stade de développement, elle ne va pas avoir les mêmes besoins, et du coup, elle ne va pas faire appel aux mêmes investisseurs. Et donc, pour identifier un peu les phases de possibilité de levée de fonds, on va avoir la phase d'amorçage, où là, du coup, ça va être plus sur le développement du concept, on va avoir des besoins pour développer le concept, éventuellement commencer à faire de la R&D. Ensuite, on va avoir la phase de création de société,
où là, du coup, on va avoir besoin de fonds potentiellement pour le démarrage de l'activité, financer les premiers employés, etc. Ensuite, post-création, on va pouvoir éventuellement lever aussi pour le lancement de l'activité commerciale ou début d'industrialisation. Et après, ce qu'on appelle le capital développement, c'est l'augmentation de la capacité de production ou alors la grosse industrialisation ou un lancement de nouveaux produits. Et là, on va avoir potentiellement aussi besoin encore une fois, lever des fonds. Il y a d'autres types de levées de fonds qu'on ne va pas traiter ici parce que ce ne serait pas forcément hyper pertinent et ça ouvrirait à vraiment beaucoup d'autres sujets. C'est le capital transmission, c'est-à-dire de céder l'entreprise et du coup faire une levée de fonds au moment de la cession de l'entreprise ou du rachat. La fusion-acquisition, c'est quand on va acquérir une nouvelle société ou fusionner avec cette dernière. On va potentiellement avoir besoin de fonds aussi. Et l'introduction en bourse, que je pense que je ne vais pas forcément présenter dans le détail, qui consiste juste à introduire des titres de l'entreprise en bourse. Du coup, déjà, on voulait faire un petit vote ici, parce qu'on ne va pas forcément avoir… En fait, on voulait prendre 3 cas, mais on n'aura pas le temps de faire les 3. Du coup, on voulait vous laisser le choix sur le type de levée de fonds qu'on va aborder en voyant un peu les prérequis et les types d'aides, types de finances qu'on peut mobiliser, soit sur de l'amorçage, soit sur de la commercialisation, soit sur de la R&D, sachant que la R&D, au final, en fait, c'est un cas un peu spécifique parce que la R&D, elle va commencer de l'amorçage jusqu'au développement. Elle peut avoir des besoins de levée de fonds, mais si on n'a pas besoin forcément de traiter la R&D, alors. Ouais, vous pouvez voter, ouais. N'hésitez pas à répondre. Pour l'instant, nous avons 2 réponses. R&D qui est en tête, avec ensuite l'amorçage. Ok. Moi, je pense qu'on va partir sur la R&D et l'amorçage, du coup. On va peut-être un petit peu attendre, mais je pense qu'effectivement, c'est ce qui a l'air de se… Voilà, n'hésitez pas. Alors normalement, vous pouvez voter sur le petit chat. Vous allez tout en haut, conversation, un petit icône à côté de lever la main, par exemple. Bon, je propose, oui, voilà, amorçage R&D, et de toute façon, vous aurez la présentation, et dans la présentation, vous aurez les éléments concernant la partie commercialisation. Donc voilà, vous pourrez à tout moment revenir sur cette présentation, et si vous avez des questions, vous aurez nos adresses de contact à Alexis et moi pour pouvoir lui poser des questions spécifiques. Eh bien Alexis, passons à la phase d'amorçage dans ce cas. Eh bien, allons-y. Donc, sur la phase d'amorçage, tout à l'heure, Kevin nous présentait les RTL, si je ne dis pas de bêtises. Non. TRL. C'est vrai que déjà, dans le mauvais sens. J'avais les lettres, mais pas dans le bon sens. C'est ça. Donc, RTL, la phase d'amorçage, elle va regrouper du 0 à 3. Donc, ça va être vraiment stade à peu près de l'idéation, c'est-à-dire on va commencer à réaliser les premières études de marché et voir comment est-ce que le projet se dessine. Donc, sur les prérequis, avant d'obtenir ces premiers fonds, que ce soit public ou privé, on va d'abord déjà devoir réaliser les recherches basiques. On n'y va pas, entre guillemets, fleurophysie avec simplement une idée. Il faut déjà avoir réalisé notre étude de marché, le benchmark, voir un peu la concurrence, comment elle se positionne, etc. Faire une préfaisabilité technique du projet et préparer déjà son business plan et sa stratégie de développement. On va devoir mesurer aussi la solidité du projet, l'avoir déjà pitché un bon nombre de fois pour ne pas être sans voix le jour J, entre guillemets. Avoir déjà des preuves, avoir pensé l'expérience utilisateur et l'interface, et mesurer le niveau de maturité de l'innovation s'il y en a une. Après, on peut être sur des levées de fonds où il n'y a pas forcément d'innovation. Et du coup, le but, ça va être de maximiser sa trésorerie. Donc, en plus, ça va faire partie un peu des différents fonds qu'on va obtenir dans un premier temps, mais de participer à des concours, à des prêts d'honneur. Essayer aussi de mobiliser son propre capital. Ça a toujours un poids quand on va chercher surtout des financements privés. Si l'investisseur a déjà mis sur la table toutes ses capacités ou déjà une bonne partie des fonds dont il avait besoin, ou même une petite partie,
ça prouve que le porteur de projet est aussi impliqué dedans. Sur la partie des aides publiques, je vais laisser Kevin reprendre. Ouais, et ça me fait une très très bonne transition puisque le besoin de maximiser sa trésorerie, en tout cas pour nous, il est le plus important sur cette phase d'amorçage. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, si on veut prétendre avoir des fonds publics, il faut que vous puissiez maximiser votre trésorerie. Alors, comment on peut faire sans comptabiliser tout ce qui... C'est un peu le serpent qui se mord la queue, on est d'accord à ce niveau-là. Il vous faut des fonds privés pour avoir du fonds public, mais pour avoir du fonds public, vous engagez la confiance de certains investisseurs. Bon, il y a des solutions alternatives qui sont semi-publiques, semi-privées, ce que moi j'appelle personnellement les apports externes. C'est la participation, comme on l'a dit tout à l'heure, à des concours. Les concours, il y a deux avantages moi que je vois à ça, c'est que ça permet un petit peu de benchmarker, de tester le projet, de voir un petit peu comment il est ressenti souvent en local. Et puis la conséquence, c'est que ça va vous créer du réseau local. Parfois, on va pouvoir vous proposer d'être incubé, si notamment vous êtes sur une jeune entreprise, ou d'être en partenariat technologique, technique, ou même R&D avec d'autres industriels ou avec des laboratoires de la région. L'autre possibilité, et ce qui est souvent, en tout cas j'observe, qui est souvent mis en place par les porteurs de projets, c'est des demandes de prêts d'honneur. Alors, il y a plusieurs agences. Vous avez Initiative France, Réseau Entreprendre, BPI France. Ça, c'est je dirais les trois financeurs de prêts d'honneur démarrage projet les plus connus. Il y en a bien d'autres. Mais voilà, tout ça, ça vous permet un petit peu de maximiser. Alors, quand on dit maximiser, vous allez me dire précisément c'est combien, qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour pouvoir commencer à soulever des aides assez conséquentes. Le seuil optimal, les conditions favorables pour obtenir les premières aides, c'est d'avoir entre 30 et 45 000 euros de trésorerie. Puisqu'effectivement, quand on regarde le panorama des aides publiques, ces aides de faisabilité, d'amorçage au projet, ils sont souvent à un seuil de 30-45 000 euros. Donc, comme 1 euro apporté égale 1 euro de subvention, si vous voulez maximiser, il faut obtenir ces 30 à 45 cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut mobiliser ? On va pouvoir mobiliser des aides régionales. Là, on va avoir tout un ensemble d'aides à la faisabilité, des aides aux conseils extérieurs, notamment si vous avez des conseils ciblés, stratégiques, vous faites appel à des cabinets externes, on sait que ça peut coûter. Sachez que la région peut prendre jusqu'à 50% de la prestation, avec souvent des seuils variables d'une région à l'autre, mais on est plutôt aux alentours de 8 à 15 000 euros de seuil. Vous avez des aides à la création, des aides à la reprise. Alors, il y a un petit mix de prêts, un petit mix de subventions à ce moment-là. Et puis, vous avez surtout, lorsqu'on est sur un projet un petit peu innovant, la BPI France, là qui peut être à votre écoute, avec toujours ses aides à la faisabilité, ses aides aux conseils ciblés stratégiques, et surtout son dispositif phare, la bourse French Tech. Et cette bourse French Tech, voilà, le seuil est à 30 000, 45 000 pour les projets très structurants, c'est assez rare. Donc si vous voulez obtenir le maximum, c'est vrai que cette maximisation 30-45 000 paraît relativement pertinente. Du coup, pour les financements privés mobilisables, du coup, il va y avoir vraiment différents types d'acteurs. Le premier, ça va être ce qu'on appelle Friends and Family, c'est voir tout simplement ses amis et sa famille, ou plus globalement son réseau proche. On va pouvoir les solliciter sur des fonds qui seront plus ou moins limités selon les réseaux de chacun. Il existe pas mal de solutions pour les mobiliser et il y a des avantages fiscaux et il y a pas mal de choses à mettre en place, en tout cas dessus. C'est de l'argent qui peut être relativement assez facilement atteignable, mobilisable. Par contre, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une relation un peu spécifique du coup qui va s'installer parce que forcément, quand on fait rentrer ses amis, sa famille dans son capital, après, il y a une relation aussi entre actionnaires qui se met en place et du coup qui peut mettre un peu en péril la relation qu'on a avec la personne. C'est quelque chose qui se réfléchit, ça va dépendre de son réseau à chacun, mais ça doit être dans au moins le spectre de réflexion. Ensuite, le deuxième type d'acteurs qu'on va pouvoir mobiliser, qui est très intéressant, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de les mobiliser une fois qu'on a eu quelques prévalidations avec des prêts d'honneur ou autres. Après, à voir, de toute façon, c'est toujours bien d'avoir des bonnes relations avec ce type d'investisseurs. C'est les business angels. Les business angels, c'est des personnes physiques ou groupements de personnes physiques qui vont investir dans l'entreprise
Donc, il va avoir plus, c'est des personnes qui sont là pour investir. Donc, il va avoir plus de fonds disponibles potentiellement que votre réseau, mais qui vont, au-delà de l'investissement financier, vous apporter vraiment leur réseau et leur expérience. Et du coup, c'est vraiment en fait un investisseur vraiment très privilégié et auquel il faut penser, parce qu'ils vont vous apporter vraiment beaucoup de choses et vous permettre au final de donner potentiellement le coup de pouce dont votre projet avait besoin. Donc, vraiment pas à négliger. Et le troisième type de financement qu'on va pouvoir trouver, qui est un peu spécifique, mais qui se fait quand même, c'est le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, il y a beaucoup de choix, beaucoup de plateformes, toutes avec leur spécificité. Dans une phase de levée de fonds en type d'amorçage, on va aller chercher du crowdfunding plutôt type Ulule, qui est à peu près la plus connue dans ce type-là, où on va aller chercher des contreparties que j'appelle des contreparties douces, c'est-à-dire des préventes, des remerciements, des choses qui ne vont pas forcément engager le capital de l'entreprise, mais qui vont vous permettre de commencer déjà à trouver du financement. Donc après, dans l'ordre, on va aller chercher, ça va dépendre un peu aussi de votre projet et de votre appétence. C'est vrai que le crowdfunding, ça nécessite quand même une certaine compétence de communication, parce que vous allez devoir mobiliser quand même du monde. Donc tout ça s'étudie. Il y a pas mal de conseils à trouver sur chaque type de financement, surtout sur le crowdfunding où il faut, de toute façon, c'est souvent les plateformes qui vont vous aider un peu dans cette partie-là. Ensuite, du coup, on va passer à la partie commercialisation directement. Hop, voilà. Non, je pense qu'on est bon justement. Non. Je vais reprendre le contrôle justement, la partie. C'était R&D qui a été. C'était la R&D qui était demandée également. Tu veux trop faire de la commercialisation. Non, pardon, on va justement rester, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je me permets de reprendre le contrôle dans ce cas-là. Très brièvement, c'est peut-être ta diapo, tu voulais peut-être la présenter, Alexis. Je vais la présenter rapidement. Du coup, sur les prérequis, sur de la R&D, donc ça va encore une fois dépendre du stade d'avancement de la R&D, mais déjà, quand on va vouloir démarcher des fonds ou qu'on va devoir faire une levée de fonds, la première question à se poser en R&D, ça va être de sa stratégie de financement et son prévisionnel aussi de financement. On verra un peu après aussi pourquoi. Avoir une stratégie de développement assez précise et bien penser le projet de bout en bout pour avoir une vision globale et pas se faire happer en fait dans la tête dans le guidon, à se retrouver à devoir faire des choix cornéliens au milieu du projet, et avoir déjà un business plan et une valorisation aussi de l'entreprise, ce qui est important quand on va vouloir démarcher surtout des fonds privés. Pareil, sur la solidité du projet, ça va être sensiblement la même chose. Il va falloir être bien prêt sur le pitch et avoir un bon pitch deck, avoir déjà des réalisations un peu sur la partie interface utilisateur. Après, ça va dépendre un peu des projets. Et surtout, là, cette fois-ci, bien mesurer le niveau de maturité de l'innovation. Et avoir un gros point sur la gestion du projet à date où vous allez lever. Donc, voir quelles sont les réalisations aujourd'hui, le besoin et le justifier, surtout ce besoin, et avoir une équipe aussi en phase avec le projet. Plus le projet avance, plus l'équipe doit être performante et plus elle sera importante aussi pour les différents acteurs qui vont investir. Je vais laisser. Je vais reprendre le contrôle, effectivement. Oui, donc concernant la partie, bon, c'est pas grave, tant pis pour les animations. Sur la partie développement prototype, je dirais c'est vraiment le gros du sujet quand on fait du financement public, parce que c'est là où on a le maximum d'aides et les aides les plus pertinentes. C'est-à-dire qu'on est souvent sur un mix subvention-avance remboursable, 2/3 subvention pour 1/3 d'avance remboursable. Je prends par exemple le concours Innov en ce moment, là où on est sur des dispositifs avec des projets à minimum à 600 000 euros, maximum 5 millions d'euros. Vous êtes sur ce type de prorata, 2/3 en subvention, 1/3 en avance remboursable pour des projets qui sont financés à 45 ou 35%. Donc,
Globalement, en moyenne, ça c'est quand même un dispositif un petit peu costaud. Mais en moyenne, on est plutôt sur du 50 000 à 100 000 euros, voire 200 000 euros lorsqu'on a cette petite typologie de R&D. Donc c'est 20 à 60% des budgets qui vont être financés. Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend du besoin, ça dépend de ce que vous faites financer, ça dépend de si c'est pour de la R&D. Souvent la R&D on augmente, ça dépend si vous sous-traitez à des laboratoires de recherche, si vous êtes sous-traité à des industriels, etc. Généralement, on a des aides permanentes en France, ça c'est quelque chose d'assez bien, donc ça permet d'avoir une solidité. Et puis, on a de temps à autre, en fonction des politiques territoriales, en fonction même des politiques européennes, eh bien, on a la possibilité d'avoir des aides au fil de l'eau. Alors, j'avais mis un petit vote pour la partie R&D. Alors, c'est vraiment à titre personnel. Je serais assez intéressé de savoir combien de personnes pensent pouvoir investir dans la R&D parmi vous aujourd'hui. Donc, si vous avez la possibilité de lever la main, qu'on puisse un petit peu vous dénombrer, ça permet de voir un petit peu la typologie d'entreprise que vous portez. Je continue dans l'attente. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser? On va pouvoir encore mobiliser les échelles régionales, voire même locales. Ça, c'est très intéressant. Donc ça va être pour tout type de projet, pour tout type de secteur, peut-être mis à part le secteur agricole où on est vraiment sur des chambres d'agriculture ou des pôles vraiment très, très spécifiques. Ensuite, on va aller voir les différents pôles économiques pour essayer d'obtenir le maximum de subventions possibles. La BPI France, elle va s'adresser plutôt aux projets innovants. Donc vraiment cette petite typologie R&D, mais pas que. Il faut faire attention à ce qu'on appelle innovation et R&D en France. La R&D, c'est une base d'innovation sur laquelle vous n'avez aucun état de l'art sur lequel vous appuyez. Vous apportez vraiment de nouvelles connaissances. À partir du moment où on apporte ces nouvelles connaissances, on est dans un système de R&D. Ensuite, en fonction, très bien, vous pouvez avoir l'ADEME. L'ADEME, c'est un très, très, très bon financeur, notamment plutôt pour les secteurs de transport mobilité innovante, pour tout ce qui va être énergie, bien évidemment, c'est le plus connu, mais également pour tout ce qui est eau et biodiversité. La France également investit beaucoup avec son PIA. Le PIA, c'est le plan d'investissement à venir. On est sur le numéro 3. Et son plan de relance, c'est vraiment les deux gros plans, les deux gros programmes d'investissement au niveau des entreprises, au niveau de la résilience industrielle, par exemple. Et puis, il y a ce gros investisseur, l'Europe, qu'il ne faut pas ignorer, puisque l'Europe va pouvoir inonder à travers des programmes propres, le programme Horizon Europe, ancien programme H2020, mais à travers également des fonds régionaux qu'elle redistribue à nos différentes régions françaises. Les FEADER pour les projets agricoles, les FEDER pour les projets plutôt économiques et les projets sociaux, ce sera plutôt le FSE. Sur la partie R&D, on va vraiment faire, donc je vois que vous êtes nombreux quand même à vouloir faire un petit peu de recherche et développement. Il y a un vrai soutien de l'État français. Et là, il faut vraiment mettre le nez dedans, c'est assez complexe. Alors, il y a 3 points. Déjà, c'est que la France, elle veut vraiment soutenir la recherche et le développement à différentes échelles. Vous avez des soutiens déjà au niveau de vos chambres des commerces, de vos chambres d'agriculture, etc. Vous avez ensuite des soutiens régionaux relativement forts, d'où l'intérêt vraiment de pitcher généralement au niveau local à travers des concours pour se faire connaître. Vous avez des aides au niveau national, le concours Innov, je vous en ai parlé tout à l'heure, le concours ILAB, plus avec une typologie recherche académique, les PSPC régions, qui sont souvent des projets collaboratifs entre deux industriels, et puis tous les programmes européens. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, la démarche un peu croissante des différents investisseurs sur lesquels vous pouvez vous positionner. Ensuite, elle va venir soutenir le partenariat scientifique. Ça, c'est son dispositif particulier, c'est-à-dire qu'elle va pousser les entreprises à collaborer avec des instituts de recherche ou des entreprises agréées par le ministère. Elle va soutenir la mise en place de ce qu'on appelle des contrats de thèse CIFRE. Donc là, vous avez un dispositif qui s'appelle thèse CIFRE avec l'ANRT qui va vous financer sur 3 ans 42 000 euros, c'est-à-dire approximativement la moitié du salaire du doctorant. Et puis, vous avez tout un panel de dispositifs fiscaux qui sont là pour entretenir votre investissement de R&D. Ça a fait l'objet de notre premier webinaire, fiscalité de l'innovation. Très brièvement, qu'est-ce qu'on a évoqué? On a évoqué 3 sujets très intéressants. Le statut jeune entreprise innovante, la JEI, qui vous permet d'exonérer l'ensemble de vos charges sociales patronales sur 8 ans pour vos salariés impliqués dans la recherche et développement à partir de 15% de son temps de travail. Et vous avez des crédits d'impôt.
crédit d'impôt recherche qui vient financer 30% de toutes vos dépenses associées à la R&D. Et le crédit d'impôt innovation, on est sur un prorata plutôt un petit peu plus faible, on est à 20%, et là c'est tout ce qui va être prototype, démonstration de vos projets. Donc on va inclure quoi dedans? On va inclure les salaires, on va inclure des frais de fonctionnement, des amortissements, donc tout ce qui va être dotation qui est réalisé justement sur des investissements matériels par exemple ou de l'équipement. Vous allez avoir des frais de brevet et bien d'autres. Donc on vient favoriser l'emploi, on vient favoriser l'investissement en R&D des entreprises. Et dans le privé, Alexis, je te laisse reprendre la parole. Alors, par contre, je pense que j'avais dû inverser malheureusement les slides du privé. Et voilà. Sur la partie R&D, déjà, il y a, comme je disais, en fait, la R&D, ça va être un peu un fond, en fait, ça va être toujours en fond de votre développement d'entreprise. Et du coup, sur le financement, on aura souvent plusieurs tours de table à prévoir. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment être très, très attentif à la stratégie de financement et à l'anticipation pour éviter, parce que dans un cadre de R&D, on a quand même un enjeu très fort sur la protection de l'innovation et sur la gouvernance de l'entreprise. Et donc, du coup, on va devoir avoir une stratégie très précise au départ selon les objectifs. Si, par exemple, vous prévoyez de lancer l'entreprise puis de la céder, vous n'avez pas vous n'allez pas mobiliser les mêmes financeurs que si vous voulez aller vraiment au bout du projet parce que c'est le projet de votre vie. Donc, il faut vraiment se poser pas mal de questions là-dessus et ensuite savoir quel investisseur on va pouvoir mobiliser, sachant que, encore une fois, selon le stade de développement, sur les stades de départ, une fois qu'on aura vraiment qu'on va commencer à professionnaliser la levée de fonds, on va aller voir des business angels pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Cette fois-ci, après, une fois qu'on aura des besoins plus conséquents, on va aller chercher des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Dans le fonds d'investissement, il y a les VC qui vont financer plus les startups. Après, il va y avoir des fonds qui vont être spécialisés dans pas mal de secteurs ou de types d'opérations. Et donc, il faut s'intéresser vraiment à chaque fonds, à aussi qu'est-ce qu'il va financer. Certains, il faut faire attention, par exemple, si on est sur une innovation qui est un peu concurrentielle, si le fonds a déjà financé un concurrent, du coup, on ne va pas aller le démarcher, puisque sinon, ça ne sera pas pertinent. Le capital risque, au départ, on va plutôt investir on va aller chercher des fonds qui vont investir en capital risque, puis après, in fine, du coup, en capital transmission ou qui vont être plus axés sur des gros montants pour financer la commercialisation et l'industrialisation du produit. Et ensuite, les autres investisseurs qu'on va pouvoir trouver, ça va être les industriels, selon le projet, encore une fois, mais on peut aller chercher des industriels, donc qui seront soit potentiellement nos futurs clients, nos futurs fournisseurs, ou d'autres industriels qui pourraient voir dans la société en fait une sorte de développement stratégique pour eux, et potentiellement aussi, du coup, selon les projets, encore une fois, les futurs acquéreurs qui peuvent commencer à rentrer au capital pour être présents lors des tours de table et eux commencer à prendre un peu possession de l'entreprise, on va dire, en vous laissant le contrôle au départ, et au moment où vous allez céder, c'est eux qui vont racheter pour vraiment racheter toutes les parts d'un seul coup. Et donc, du coup, pardon, c'est passé un peu vite. Alors, comment est-ce qu'on va... Et donc, avec tout ça, vraiment, le point d'attention, il est vraiment sur la stratégie de financement, en fait, en réalité, et sur les objectifs personnels de l'entreprise. Et surtout, il y a un gros point sur le chiffrage et l'utilisation des fonds pour éviter que au cours du projet, si on utilise mal les fonds, on va se retrouver en fait dans une situation avec un choix cornélien de se dire au milieu du projet, est-ce que je dois continuer à financer parce que, est-ce que je dois faire mourir mon entreprise parce que j'ai besoin de financement et j'ai pas envie de laisser d'autres personnes s'approprier tout le projet et travailler pour eux in fine, ou est-ce que du coup je perds le contrôle de mon entreprise et du coup je peux continuer à développer le projet mais j'aurais perdu le contrôle et au final
c'est plus moi qui vais gérer l'orientation de l'entreprise et donc ce sera plus forcément mon projet. Donc c'est vrai que c'est ce genre de cas qui peut arriver et tout à l'heure on en parlait des personnes qui ont peur de perdre le contrôle. C'est une possibilité s'il y a trop d'imprévus et si on n'a pas assez cadré les choses au départ. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif là-dessus et faire un gros travail en amont de l'obtention des fonds sur la stratégie du financement et la valorisation dont on a parlé tout à l'heure, qui est un prérequis pour la R&D notamment. La valorisation, elle va être hyper importante parce que c'est ça qui va déterminer aussi les prises de part des autres investisseurs. Et du coup, sans valorisation, c'est là aussi où on voit des entrepreneurs, entre guillemets, se faire arnaquer et ne pas se rendre compte en fait qu'ils vont perdre le contrôle à moyen, long terme. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail d'accompagnement à avoir. Du coup, je bascule sur la conclusion. Sur la conclusion, j'en ai déjà un peu parlé, mais le but, ça va être vraiment d'orchestrer tous ces financements et donc de mixer les fonds privés, les fonds publics et les prêts bancaires dont on n'a pas parlé aujourd'hui pour faire un petit focus rapidement dessus sur les prêts bancaires. On n'est pas forcément entré dans le sujet parce que c'est souvent beaucoup moins complexe déjà à obtenir parce que les banques, contrairement aux investisseurs, ne vont pas forcément rentrer au capital et ne vont pas être intéressés sur la réussite moyenne ou grande du projet. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est surtout la part de risque de non-remboursement. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément trop rentré dans le sujet parce que les prérequis ne sont pas forcément très pertinents. Et donc, sur le fait d'orchestrer les fonds, on va chercher à réduire le risque financier et il faut aussi être considéré par les fonds comme un bon gestionnaire. Comme je l'ai dit avant, ils vont vous confier leurs fonds et au-delà même de vous, de la perte de contrôle, eux vont aussi vouloir que les fonds qu'ils vont vous donner seront bien utilisés et utilisés à bon escient. Donc, il faut vraiment montrer que le projet a été réfléchi quasiment de bout en bout et que on a déjà réfléchi aussi aux dépenses et comment est-ce qu'on allait dépenser les fonds qu'on va obtenir. Il faut associer aussi la stratégie de financement à la stratégie globale de l'entreprise. Et c'est pour ça que, en tout cas, pour ma part, quand on réfléchit à une stratégie de financement, on va d'abord commencer, d'ailleurs, tout ce qui a trait à la finance, on commence déjà par regarder toute la partie opérationnelle de l'entreprise, parce que la finance, c'est qu'une traduction de chiffres, de faits réels. Donc, au final, il faut comprendre le projet pour vérifier que la finance, elle, reflète bien la réalité. D'ailleurs, en R&D, il y a souvent un enjeu là-dessus pour les DAF de réussir à retraduire dans la partie comptable tout l'avancement de la partie recherche. Et donc, du coup, il faut anticiper dès le départ la stratégie globale pour prévoir la stratégie de financement qui ira en face et quel est le tableau de bord du projet sur le développement de l'entreprise. Et aussi, quand on avance, de continuer à être dans une démarche de contrôle par rapport à ce qui était prévu initialement, parce qu'il y aura forcément des écarts. Analyser les écarts pour mieux reprévoir par la suite. C'est tout simplement du contrôle de gestion au final. Et point d'attention sur le fait qu'à chaque étape du projet de l'entreprise, les aides sont différentes, que ce soit sur du financement public ou privé, il va y avoir quand même un certain timing à respecter et surtout sur le public où on va avoir des conditions et des critères d'exigibilité vraiment spécifiques à chaque dossier et il va y avoir des attentes et des exigences différentes, ça que ce soit en fonds privés ou public. Comme vous avez pu le voir sur la partie du Business Angels, ils vont plutôt être sur du feeling et vraiment regarder l'équipe et le projet si ça les intéresse eux. Et sur des fonds, par exemple, ça va être plus vraiment la partie capitalistique, voir le potentiel rentable de l'entreprise. Petit point d'attention quand même avant de démarcher des investisseurs professionnels, après la Love Money, du coup, pour aller voir des business angels et des fonds d'investissement, vraiment se faire accompagner sur la partie juridique notamment, qui est un point très très important, sur la partie financement et stratégique, et se faire accompagner aussi par plein d'autres acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. Il ne faut pas avoir une concurrence dans les accompagnements. Chacun a un peu sa spécificité et en général, ça se complète plutôt bien.
Par exemple, moi, je parle des incubateurs parce que je travaille beaucoup avec des incubateurs aussi sur ces sujets-là. Donc, c'est important de multiplier un peu les accompagnements pour avoir différents points de vue et mixer un peu les approches. Bien se préparer, bien préparer son business plan, ce qu'on appelle l'executive summary, la valorisation de l'entreprise. Vraiment être préparé et avoir tous les documents nécessaires à la levée de fonds. Même si je n'ai pas pu rentrer vraiment dans tout le détail de ça aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers moi pour en reparler. Mais c'est important vraiment d'être bien préparé. Et dernier point, faut pas aller démarcher des fonds professionnels avec rien du tout. Il faut vraiment déjà commencer à voir ce qu'on appelle le POC, la preuve de concept, mais au moins prouver que le marché répond avec une étude de marché précise. Enfin, il faut vraiment y aller avec quelque chose parce que au-delà de ce que vous allez pouvoir dire par la parole, il faut montrer aussi les réalisations. Et donc, c'est hyper important. Et il y a un point aussi que j'ai pas creusé, que j'ai un peu plus creusé dans le développement, c'est le fait que ce soit les fonds ou que ce soit les business angels, il y a un point très important qui est porté à l'équipe. Est-ce que l'équipe en place va être en capacité de mener le projet à bien au bout? Et est-ce qu'elle s'est rendue compte des éventuels manquements qu'elle peut avoir? Donc, il faut vraiment aussi travailler sur l'équipe. Si vous êtes tout seul aujourd'hui, commencez à essayer de s'entourer sur certaines questions, que ce soit des personnes qui deviennent associées ou au moins des conseils pour prouver aux investisseurs que vous êtes en capacité d'aller jusqu'au bout du projet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs privés, quand ils investissent sur 10 entreprises dans lesquelles ils vont investir, il va y avoir beaucoup de pertes, entre 7 et 9. Et donc, du coup, pour qu'eux puissent espérer quand même des rentabilités, ils vont porter une attention particulière à est-ce que l'équipe est quand même en capacité d'aller au bout. S'ils sont aujourd'hui sur du 7 ou 9, c'est parce qu'ils regardent et ils sélectionnent vraiment bien les projets. Donc, on voit que même avec une bonne équipe, il reste quand même beaucoup de possibilités de pertes. Et ce qui va compter vraiment, ça va être sur la partie de l'accompagnement et sur le fait d'avoir une bonne stratégie au départ et d'avoir été bien conseillé ou d'avoir les bonnes connaissances en interne. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas pour l'attention. Si vous avez des questions, on va laisser je crois qu'il y avait un petit temps qui était prévu pour les questions. Tout à fait. Oui, effectivement. Nous avons une question donc de Ségolène qui demande, excusez-moi, dans le cadre des CRT, Centres de recherche technologique, nous sommes à la limite entre public et privé, beaucoup de difficultés à trouver des financements. Quels sont vos conseils? Je peux commencer à répondre. Puisque en ce qui concerne le sujet des centres de ressources technologiques, c'est vrai que c'est une difficulté parce que alors je ne sais pas quelles sont les conventions spécifiques de ce centre dont vous faites partie, Ségolène. Des équivalents avec qui on travaille, notamment le BRGM. Il faut savoir que le BRGM est un pôle du CNRS avec une sous-structure privée. Ou les clusters, on a l'habitude de travailler avec les clusters, c'est assez compliqué. En fonction des conventions, il n'y a pas les mêmes règles. Par exemple, souvent les clusters obtiennent des financements publics en fonction des levées technologiques qu'ils vont avoir au niveau de leurs clients, de leurs partenaires. Dans le cadre du BRGM, ils peuvent obtenir notamment du financement public que pour les ressources humaines. C'est juste pour du temps humain. Par contre, sur de l'équipement, sur du matériel, etc., ils sont souvent obligés de passer par du financement privé. Alors, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est souvent de ne pas y aller seul sur du financement public. C'est aller sur une demande de financement public quand on est un CRT en étant le porteur de projet. C'est un peu risqué. C'est un peu comme quand on est une holding. C'est assez compliqué à ce moment-là. Le plus simple, stratégiquement, ce serait d'être un partenaire de projet qui serait porté par un partenaire industriel pur et dur, au sens PME communautaire, je dirais. Que l'investissement soit porté majoritairement par votre partenaire, donc un projet partenaire, et sur lequel vous êtes
soit un partenaire de projet, soit un sous-traitant externe sur des missions bien identifiées. Bien évidemment, la partie financement vous sera directement attribuée. Hein. C'est ce qui se fait dans les financements collaboratifs. Un exemple qui peut se mettre en place pour des CRT, c'est les PSPC régions, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, en tout cas, nous, qu'on a déjà vu passer. Je ne sais pas, toi, Alexis, de ton côté, si tu as des cas un peu équivalents ou si tu veux apporter un peu d'informations. Non, après, ça va être, sur du financement privé, ça va déterminer en fonction du besoin qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, mais ça va certainement être du fonds spécialisé qu'on va aller chercher. Et là, du coup, on va devoir monter le dossier en fonction et avec un point potentiellement intéressant sur la partie valorisation. Après, c'est vrai que j'avoue que moi, je ne suis pas aussi technique sur le sujet que Kevin sur la partie. C'est pour ça que souvent, en partie recherche, moi, je vais m'entourer aussi sur la partie financement public. Et même, vu que ça peut être un peu complexe en général, moi, je vais vraiment plutôt me concentrer sur la partie démarchage des fonds, sur cette partie-là. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas, Lionel? Non, pas d'autres questions. Ségolène qui vous remercie tous les deux pour vos retours. Si les personnes ont d'autres questions, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais, Si vous avez des questions plus tard, après, ne vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer une enquête de satisfaction à travers laquelle vous pourrez toujours exprimer les questions sous 24 heures. Et de toute façon, il y a les coordonnées tant d'Alexis que de Kevin, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est relativement conscient avec Alexis que chaque question va être très spécifique à la structure de votre entreprise, donc ça peut être un peu délicat de les poser ici sur la conversation. Donc de toute façon, c'est la raison pour laquelle on vous a donné nos mails de contact et nos numéros personnels. S'il vous plaît, ne les diffusez pas trop. Sur lequel ne restez pas avec un ensemble de questions. Comme l'a dit Lionel, de toute façon, il y aura une enquête qui sera envoyée d'ici 24 heures. On vous enverra également la présentation, notamment pour évoquer la partie commerciale qui n'a pas été évoquée suite au vote. Et puis, vous avez nos différents sites de contact également si vous avez besoin de plus de détails. J'en profite aussi peut-être juste pour faire un petit point nous sur le fait que à InnoSearch on fera un nouveau webinaire plutôt au courant de l'été sur la question du recrutement. Quels sont les dispositifs d'aide disponibles pour recruter ces talents et on en profitera également pour vous présenter à ce moment-là aussi notre pôle RH, c'est-à-dire notre pôle de recrutement et d'accompagnement, que ce soit sur la partie financement, que ce soit sur la partie recherche et mise en avant de certains talents. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end avec un petit peu d'avance. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On a 4 minutes de retard, donc je pense qu'on a plutôt bien cadré le timing. Merci Alexis, merci Lionel. Merci à vous, merci à tous. Merci à vous tous. Et bon week-end. Bon week-end.